Bien, donc chers amis, comme d'habitude, notre cours de droit des sociétés sur cette fois-ci le thème qu'on va terminer, qui est celui des cessions, et on va aborder, et avec les cessions on aura terminé les associés, et on va aborder ensuite la question, c'est un chapitre qui est notre chapitre 4, les dirigeants. Donc on termine les associés. On s'était parlé la dernière fois des questions de cession. On avait abordé les accords préalables aux cessions et on avait commencé à parler ensemble de la cession elle-même. On avait parlé du prix. On avait évoqué, si je me souviens bien avec vous, les clauses d'earn out, n'est-ce pas? Donc clauses qui permettent de faire varier le prix en fonction des résultats de la société, mais des résultats une fois la cession faite. Ça veut dire que vous vendez votre entreprise et le prix va varier en fonction des résultats postérieurs à la cession. Donc vous allez éventuellement recevoir un complément de prix. Alors toujours sur le prix, une question importante. Donc je rappelle, pour que les choses soient bien claires, que sur le prix et sur les autres éléments, dans les cessions de parts ou cessions d'actions, on n'a pas un régime particulier prévu par le code de commerce ou par le code civil dans une partie qui serait consacrée aux sociétés. On a simplement l'application des règles du droit de la vente. On a l'application des règles du droit de la vente, c'est-à-dire qu'on appréhende les parts ou les actions d'une société comme un bien, comme un autre, quasiment comme un autre, puisqu'on les soumet au régime général de la vente, avec des particularités qui tiennent à ce que ce sont des biens incorporels. Les parts ou les actions, elles ne sont pas matérialisées vous ne vendez pas des morceaux de la société, vous ne vendez même pas un titre papier, vous vendez un bien qui est incorporel, un bien qui est dématérialisé. Donc, hormis cette caractéristique particulière, on a l'application du régime de la vente tel que prévu par le Code civil. Quand vous vendez un véhicule d'occasion, vous appliquez les mêmes règles que quand vous vendez des parts ou des actions d'une société, même une société très importante. Donc, je rappelle cela, je vous renvoie du coup pour certaines choses au cours de contrats spéciaux, au régime de la vente. Simplement, la particularité, encore une fois, c'est que vous vendez les parts ou les actions de la société, vous ne vendez pas les biens de la société. Ça veut dire que les garanties que vous auriez quand vous vendez, par exemple, un immeuble, les garanties qu'a l'acheteur lorsqu'il achète l'immeuble, eh bien, ces garanties, il ne va pas, en principe, les retrouver quand il va acheter des parts ou des actions, puisqu'il n'achète pas le bien immobilier, il achète des droits sociaux incorporels, il achète autre chose que le bien immobilier. Le bien immobilier, si je prends l'exemple d'une société civile immobilière, il change économiquement de propriétaire. Quand j'achète les parts d'une SCI, eh bien, j'acquiers le contrôle de la société et maintenant, je peux faire avec l'immeuble des choses que je ne pouvais pas faire avant. Je peux décider que la société va vendre l'immeuble, je peux décider d'habiter l'immeuble, mais le fait que la société civile immobilière ait changé de contrôle, eh bien, dans cette situation, l'immeuble n'a pas changé de main. Économiquement, il a changé de main parce que celui qui contrôle la société propriétaire de l'immeuble n'est plus la même personne, mais l'immeuble était de propriété de la société, il est de propriété de la société. Une fois qu'elle a changé de contrôle, il reste de propriété de la société. Bon, on va revenir sur ces questions tout de suite, toujours dans l'idée qu'on est dans le droit commun de la vente. Élément essentiel de la vente, le prix. Vous savez que dans le contrat de vente, le prix est un élément essentiel. La vente ne se forme pas sans prix valable. Et vous avez déjà évoqué cette question donc de clause d'earn-out, de prix variable. On a une institution particulière dont on va parler maintenant qui concerne le prix de cession des droits sociaux, c'est la détermination du prix par voie d'expert.
la détermination du prix par voie d'expert, c'est une question qui a donné lieu à beaucoup de jurisprudence. Et on va l'évoquer à ce titre, mais il faut comprendre que d'un point de vue concret, d'un point de vue pratique, la détermination du prix de vente d'actions ou de parts de société par le biais d'un expert, elle a un rôle important parce que les parts ou les actions d'une société, on peut dire que ça fait partie des biens qui sont des biens complexes. C'est difficile d'apprécier la valeur de ces biens parce que vous vendez quoi en réalité? Vous ne vendez pas juste un bien comme un immeuble, un brevet, un véhicule, vous vendez une part de patrimoine d'une société qui peut être un patrimoine extrêmement large, extrêmement complexe, avec beaucoup de biens dans ce patrimoine, peut-être des biens qui sont des droits litigieux. La société a un procès contre une autre société, qu'est-ce que ça vaut? Et puis vous vendez aussi des dettes, parce que quand vous vendez une fraction du patrimoine de la société, vous êtes en train de vendre finalement aussi du passif, les dettes de la société, des dettes qui existent peut-être ou qui existeront, et tout ça, ça implique une évaluation. La société ne vaut pas la même chose si ses actifs n'ont pas de consistance ou s'ils en ont, ou si elle a des dettes importantes ou si elle n'en a pas. Ça, c'est vraiment un aspect qui n'est pas vraiment transcrit par les textes, cet aspect de complexité du bien vendu. Quand vous vendez des parts ou des actions, vous vendez une fraction du patrimoine d'une société et ça fait le bien potentiellement le plus complexe qui existe. Vous n'achetez pas une fraction du patrimoine d'une personne physique. Vous achetez un bien ou un autre que vous vend la personne physique. Alors, il peut y avoir, je sais, avec le IRL, des hypothèses où vous cédez un patrimoine professionnel, mais ça reste très marginal. Ce n'est que dans notre situation des cessions de parts ou des cessions d'actions que vous êtes en train de procéder à la vente d'un bien aussi complexe. Et c'est une opération qui est économiquement très importante. Le transfert de richesse le plus important dans l'économie actuelle, il passe par, non pas la vente de biens ponctuels, mais il passe par la vente de parts sociales ou d'actions de société. C'est une véritable sous-matière dans notre matière du droit des sociétés. Comment on appelle ça, le droit des cessions de parts et d'actions? Quand vous allez faire un stage, est-ce que vous allez dire, moi, je voudrais travailler dans le département de votre cabinet qui s'occupe des cessions de parts sociales et des cessions d'actions, monsieur? Comment est-ce qu'on appelle en pratique? Je sais que vous êtes étudiant, donc vous n'êtes pas dans la pratique, mais vous avez peut-être entendu parler. Peut-être que votre grand frère, lors du repas dominical, a dit « Mais moi, je vais avoir un stage dans le département du cabinet Intel. » J'ai flouté la réponse. Oui, je vois la réponse passer sur Facebook. Alors, c'est le département, voilà, il y a en français, en anglais. En français, on dit le département fusion-acquisition. Les acquisitions, les fusions, on en parlera. Les acquisitions, c'est les cessions de parts ou d'actions, mais vu du côté acquéreur. Et on parle aussi, mais avec la version anglaise, de M&A. M&A, c'est quoi? Ce ne sont pas de petits bonbons enrobés de chocolat. Ce sont des... Vous voulez faire un stage au département M&A? Non, non, j'aime pas les sucreries. Voilà, mais c'est bien, alors on n'a pas besoin de vous finalement. Donc M&A, c'est en anglais, c'est Mergers and Acquisitions, donc fusion, et oui, je ne sais pas pourquoi je le dis au ralenti, fusion donc et acquisition. Voilà. Donc je vous le dis parce que quand vous ferez des demandes de stage, c'est bien de pouvoir comprendre où est-ce que vous êtes en train de, non pas seulement d'atterrir, mais de demander à atterrir. On parle aussi parfois plus largement du département corporate. Corporate, ça veut dire quoi?
Vous avez des fois l'expression est employée dans le langage courant, il n'est pas très corporate, ça veut dire il n'est pas très solidaire de l'entreprise, il ne joue pas le jeu de l'entreprise, mais corporate, dans la pratique des juristes, ça veut dire corporate law, c'est corporation law, c'est droit des sociétés. Donc quand on vous parle de corporate, ça veut dire droit des sociétés en réalité. Bien, cette minute de vocabulaire étant faite, je reviens donc sur mon sujet et sur les questions de prix déterminables par expert. Vous avez un texte spécial du droit des sociétés qui concerne cette détermination du prix par expert. C'est l'article 1843-4 du Code civil. 1843-4 du Code civil. Et donc, 1843-4 du Code civil, on vous dit quoi? On vous dit... Alors, c'est un texte... On vous dit quoi? On vous disait des choses, on vous dit maintenant d'autres choses. C'est un texte qui a été modifié en 2014 par une ordonnance du 31 juillet 2014. Et donc ce texte, il concerne l'hypothèse où il y a une contestation sur la valeur de part ou la valeur d'action. Au départ, ce texte, il est là pour résoudre des situations de blocage. Je vous donne une illustration. On est associés ensemble. On a une clause d'exclusion dans les statuts. Donc il est dit que si l'un d'entre nous commet une faute en qualité d'associé, ne respecte pas les statuts par exemple, eh bien on peut l'exclure, ça veut dire qu'on peut l'obliger à vendre ses actions. Si on s'est contenté de dire ça, qu'on peut obliger l'un d'entre nous à vendre ses actions, donc on a une hypothèse de vente forcée qui est prévue, mais si on applique le droit commun de la vente, puisque c'est ce droit qui s'applique aux cessions de parts et d'actions, qu'est-ce qu'il faut pour que la vente puisse intervenir ? Condition essentielle de la vente. On l'a dit déjà tout à l'heure. La section italienne, oui. Oui ? Le prix ? Oui, il faut un accord sur la chose et sur le prix. Donc, si on n'a pas d'accord sur le prix, on ne peut pas réaliser la cession. Ça veut dire que vous avez voté mon exclusion de la société. Effectivement, vous avez le consentement, mais le consentement au prix. Vous avez voté mon exclusion de la société. Et tant qu'on ne s'est pas mis d'accord sur le prix, on ne peut pas opérer la cession. C'est pratique. Moi, vous m'excluez, mais moi, mes parts, combien elles valent? Elles valent 1 million d'euros la part. Vous plaisantez, notre société a un capital social de 5 000 euros, plus des réserves de 2 000 euros, et pas beaucoup d'avenir, ça ne peut pas valoir autant. Ah, mais moi, c'est mon prix. Je ne vends pas à moins. Bon, vous comprenez que si on est en droit de la vente, tant qu'on n'a pas d'accord des parties, il n'y a pas de vente. Et donc, ce texte, 1843-4, vise initialement à débloquer ce genre de situation. Parce qu'on vous dit que si la vente est prévue, en cas de contestation sur le prix, les parties qui n'arrivent pas à se mettre d'accord peuvent faire intervenir un expert sur lequel elles se mettent d'accord, et à défaut d'accord, c'est le juge qui va nommer l'expert. Le texte initial de l'article 1843-4, c'était « Dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée en cas de contestation par un expert désigné soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés sans recours possible. » Donc, si on avait prévu la cession et qu'on ne se mettait pas d'accord sur le prix, alors les parties nommaient un expert ou le juge
nommer un expert. Et cet expert allait dire, il allait faire un travail d'évaluation, il allait regarder la société, voir ses comptes, voir les biens de la société, faire une étude approfondie de celle-ci et en déduire que la société vaut tant. Donc, si on divise si on divise cette valeur par le nombre de parts, en ajoutant des éléments supplémentaires, par exemple, si vous vendez la majorité des parts ou des actions de la société, vous avez une prime de contrôle parce que ça vous permet de contrôler la société, donc ça vaut plus que le prix par part. Si vous vendez plus de la moitié. En revanche, si vous êtes en train de vendre un tout petit nombre de parts, vous avez ce qu'on appelle une décote de minorité parce que vos parts ont une valeur moindre puisqu'elles ne donnent pas de pouvoir véritable dans la société. Et donc, vous avez ce travail de l'expert qui est fait et les parties ne s'étaient pas mises d'accord, mais l'expert va intervenir et l'expert va vous donner la valeur réelle des parts ou des actions de la société. Grande question qui s'est posée, que se passe-t-il quand les parties ont déjà prévu des règles particulières pour déterminer la valeur de leurs parts ou de leurs actions? Je donne deux exemples. Premier exemple, les parties ont dit que la vente se ferait à la valeur nominale. Ça veut dire quoi si on vend à la valeur nominale? Ça veut dire que quand on a constitué la société ou quand on a augmenté le capital social, on a des parts ou des actions qui ont été émises avec une valeur de 100 € la part ou l'action. On n'a pas pris en compte la valeur réelle qui peut être plus grande parce qu'il y a des réserves non distribuées, parce qu'il y a plus largement du bénéfice qui n'a pas été distribué. Et donc, si on prend en compte la valeur nominale de 100 €, on ne prend pas en compte ce bénéfice qui est dans les caisses de la société et qui attend d'être distribué. Et ça veut dire que, du coup, on a une valeur qui est peut-être une valeur plus faible que la valeur réelle. Maintenant, si la société a fait beaucoup de pertes, la valeur nominale, c'est une valeur qui est supérieure à la valeur réelle. Si la société a fait des pertes, ça veut dire que les apports qui avaient été faits ont été diminués, ont été mangés par ces pertes, entre guillemets. Si vous pouvez obtenir qu'on vous achète vos parts à leur valeur nominale, vous êtes en train d'obtenir plus que la valeur réelle des parts. Est-ce que c'est clair tout ce que je viens de dire là? Oui? Je sais qu'avec les chiffres, c'est toujours un peu fâché, mais bon, jusqu'ici c'est clair. Donc, je peux avoir prévu dans les statuts que, en cas d'exclusion, on vous rachète vos parts à la valeur nominale. Si la société marche très bien, vous comprenez que je suis en train de vous priver d'une partie de la valeur réelle des parts. Je vous rachète à votre valeur, à la valeur nominale, je vous rachète vos parts à la valeur nominale, ça veut dire qu'on ne prend pas en compte la valeur réelle. Est-ce qu'on peut faire ça en droit de la vente? Est-ce qu'on peut dire qu'un bien a une valeur réelle de 1000, mais moi je vous le rachète à 300? Est-ce que c'est possible? Je fais appel à vos connaissances de civilistes. Est-ce que je peux? Oui, monsieur. Alors, lésion de plus des 7/12e, ça, vous faites référence à la lésion en matière de vente immobilière, qui est un cas particulier. La règle en droit de la vente, c'est que, et effectivement la réponse est donnée à l'instant également sur mon écran, la réponse c'est que, par principe, on peut vendre un bien de manière sous-évaluée ou surévaluée, sauf cas spécial, la lésion n'est sanctionnée que dans des cas particuliers prévus par la loi pour certaines ventes ou pour certaines personnes. Et vous comprenez que le principe, c'est la vente
même à un prix très faible ou très élevé par rapport à la valeur réelle du bien, est possible. Quand vous faites une vente où le prix est tellement bas que vous avez un prix qui est ce qu'on appelle un vil prix, où on peut parler de prix dérisoire aussi, il n'y a quasiment pas de prix finalement. On a d'autres problèmes qui apparaissent, on a un problème, et là on tombe plutôt sur du droit commun, on tombe sur du droit commun des contrats, on passe à un problème de défaut de cause. Je sais que la cause a disparu de l'ordonnance du 10 février 2016, mais comme on vous parle de contrat synallagmatique sans contrepartie, ben ça serait ça l'idée. Je vous achète un bien qui vaut 1000 et je vous paye 10. Ce n'est pas une question de lésion dans ce cas-là, pas de lésion sanctionnée par la loi, c'est une question de défaut de cause. Mon obligation de transférer, ou votre obligation dans mon exemple, de transférer la propriété du bien, la contrepartie c'est quoi? C'est un prix qui est quasiment égal à 0. Et dans ce cas-là, on a une vente qui est nulle pour défaut de cause, et la Cour de cassation nous dit, après un certain nombre d'hésitations et une divergence de jurisprudence entre les chambres, le dernier arrêt en date, c'est cet arrêt, vous le savez, on en a pas mal parlé, arrêt qui est du 22 mars 2016. Vous savez, c'est l'arrêt où la Cour de cassation va expliquer, c'est une des rares décisions, j'avais fait un commentaire là-dessus sur mon blog, vous savez, c'est un arrêt où la Cour de cassation va dire ce qu'elle ne fait jamais, elle va expliquer, il y a une divergence entre les chambres, mais elle va citer les arrêts des différentes chambres et elle va expliquer ensuite, la chambre commerciale, pourquoi elle abandonne la position qui était précédemment la sienne. Avant, elle considérait que la nullité, dans ce cas-là, c'était une nullité absolue, et elle va passer à une nullité relative, et elle vous explique les raisons de son changement de position en citant les arrêts des autres chambres. Donc, quand vous avez un prix qui est tellement bas qu'il est quasiment inexistant, en tout cas il est beaucoup trop faible, on parle de vil prix, de vente à vil prix, et dans ce cas-là, effectivement, la sanction aujourd'hui, c'est pour la Cour de cassation d'une manière qui apparaît unifiée, de la nullité relative. Donc il ne faut pas que le prix soit si faible qu'il n'y ait quasiment pas de prix. Mais est-ce que je peux avoir un prix qui est calculé de manière faible, pas trop faible, mais de manière très faible? Et deuxième hypothèse, est-ce que je peux avoir un prix qui prévoit une pénalisation du vendeur? Je précise mon propos, c'est ce que l'on appelle les clauses de good liver, bad liver. Les clauses de good liver, bad liver, ça veut dire en anglais bon partant, mauvais partant. Liver, c'est L-E-A-V-E-R, celui qui part. Donc good liver, bad liver. Assez souvent en pratique, vous allez prévoir ce type de clause pour... Voilà, je remercie Eric Vernogochi qui met la référence de la décision que j'évoquais précédemment en ligne, comme ça vous l'aurez. Donc assez souvent, vous avez ce type de clause. Je vais vous donner tout de suite une illustration pratique. Vous achetez une entreprise. Vous achetez donc une société à quelqu'un. Vous allez acheter 100% du capital social. C'est une société qui a été dirigée pendant 20 ans par la même personne. Donc le chef d'entreprise, depuis 20 ans, c'est la même personne que connaissent les salariés, les fournisseurs, les clients. On n'est pas ici dans un cours de gestion des entreprises, mais vous avez quand même bien conscience que si vous mettez dehors ce brave homme que tout le monde connaît, que tout le monde apprécie, si vous le mettez dehors du jour au lendemain, vous allez peut-être avoir des problèmes de transition. Oui, le droit de propriété sur les parts ou les actions, c'est maintenant le vôtre, il n'a plus son mot à dire. Mais c'est quand même bien pour vous, d'un point de vue de bonne gestion de l'entreprise, de ne pas changer du jour au lendemain le contact qu'avaient salariés, fournisseurs, clients. Donc ça serait bien de garder ce monsieur pendant un certain temps. Est-ce que lui, il a vraiment intérêt à rester ? Peut avoir intérêt à rester, mais ça serait bien de l'intéresser.
Si vous lui avez racheté 100% des actions, vous lui avez payé l'intégralité du prix, est-ce qu'il est encore intéressé au succès de l'entreprise? Oui, monsieur. Il ne reçoit plus de bénéfices puisqu'il n'est plus associé. Maintenant, vous avez pu consentir une clause d'earn-out, comme on l'a déjà évoqué, c'est-à-dire qu'il a vendu toutes ses parts ou toutes ses actions, mais on calcule le prix en fonction aussi des résultats postérieurs à la cession. Donc on peut dire que si pendant les 2 ans qui suivent, l'entreprise est bénéficiaire sur les 2 exercices suivants, il aura un bonus, il aura une prime, il percevra, je ne sais pas moi, 10% du prix de vente en plus. Donc on peut l'intéresser de cette manière. Et puis on peut aussi l'intéresser d'une manière qui est un peu différente, qui est qu'on peut lui dire, on vous rachète aujourd'hui 75% du capital de la société et les 25% restants, on va les racheter dans 2 ans. Mais on va déjà prévoir comment on va les racheter dans 2 ans. On va les racheter dans 2 ans avec un prix qui va tenir compte de plusieurs facteurs et notamment qui va tenir compte de la permanence, du maintien de cette personne dans l'entreprise. Parce que lui pourrait me dire, mais moi, je veux partir, je veux vendre mes parts ou mes actions, ça ne m'intéresse pas de rester. On peut lui dire que s'il reste pendant 2 ans, on lui rachète avec un coût majoré, avec un prix majoré, ses parts ou ses actions. En revanche, s'il part avant les 2 ans, dans ce cas-là, on va faire jouer l'aspect bad lever et on va lui racheter à un prix qui va être un prix moins important. Vous avez beaucoup ça avec les salariés qui ont reçu des actions. On peut prévoir pour renforcer leur envie de rester dans l'entreprise que s'ils partent avant un certain délai, s'ils partent avant 3 ans par exemple, alors ils vendent leurs actions à un prix qui est moins intéressant que s'ils attendent ce délai, que s'ils laissent s'écouler les 3 ans. Donc on peut prévoir cela pour intéresser les actionnaires. On leur rachète leurs actions. Si tel délai s'est écoulé ou si tel événement survient, on leur rachète leurs actions à un prix majoré. En revanche, s'ils partent avant, de leur propre chef ou pour d'autres raisons, peut-être parce qu'ils sont licenciés, à ce moment-là, on va faire jouer l'aspect bad lever. Et dans ce cas-là, on leur rachète à un prix qui est un prix moins intéressant. Vous avez un arrêt que je vous signale, un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 7 juin 2016. Un arrêt, la référence, il est publié au bulletin, la référence c'est numéro 14-17978, numéro 14-17978, donc arrêt sur la clause de bad lever. Le salarié est licencié, il subit du coup le jeu de la clause de bad lever et il tente de dire, mais moi, on prévoit qu'on va lui racheter ces titres à la moitié de leur valeur, en appliquant, dit l'arrêt, un coefficient en 0,5. Et lui dit, ça n'est pas possible de m'appliquer ça, c'est une sanction pécuniaire prohibée par le Code du travail. Je vous renvoie ici à vos enseignements de droit social. Il y a cette prohibition des sanctions pécuniaires appliquées aux salariés. La Chambre commerciale de la Cour de cassation, ce n'est pas la Chambre sociale, mais elle prend position sur ce sujet, va vous dire que la clause de bad lever n'est pas une sanction pécuniaire prohibée. Donc arrêt du 7 juin 2016. Et c'est la première fois que la Cour de cassation prend position sur la validité de ces clauses. Alors, sous un angle particulier, mais c'est intéressant. Bon, encore une fois, a priori, on peut faire ça. A priori, on n'a pas de doute sur la possibilité de déterminer le prix
en prenant en considération le comportement du vendeur, mais c'est intéressant d'avoir une décision publiée de la Cour de cassation qui vient prendre position sur la validité de ces clauses. Oui, vive le droit social, comme le dit un de nos spectateurs hors amphi. En tous les cas, ça c'est une clause qui est intéressante, clause de bad liver. Pourquoi je vous en parle? Parce que quand vous avez une clause de bad liver, est-ce que vous êtes content si je vous dis que je vous rachète vos parts ou vos actions à la moitié de leur valeur réelle? Je vous licencie, vous êtes salarié, vous êtes actionnaire en même temps. Vous avez acheté des actions de la société, ou on vous a attribué des actions de la société. Vous êtes content, vous avez pas mal d'actions, ça vaut 1 000 € l'action. Vous avez 1 millier d'actions, donc vous faites le calcul, vous vous dites, moi, mon patrimoine, dans mon patrimoine, j'ai 1 million d'euros avec les actions de la société. Et puis, quand vous êtes devenu actionnaire, on vous a fait signer ce que la pratique appelle un mini-pacte, c'est-à-dire que vous avez signé un accord disant de quelle manière vous allez exercer vos droits d'actionnaire. Et il est prévu dans cet accord que si vous quittez la société avant un délai de 5 ans, eh bien, vous devrez vendre vos actions à un prix qui est un prix minoré. C'est ça la clause de bad liver. Donc vous avez donné votre accord à ça. On vous rachète, par exemple, vos actions à 0,5 fois leur valeur, donc à la moitié de leur valeur. Vous ne comptez pas être pénalisé parce que vous ne comptez pas partir. Sauf qu'il y a un désaccord avec votre employeur, avec la société, et vous êtes licencié. Vous trouvez ça injuste, mais vous trouvez ça d'autant plus injuste que non seulement vous êtes licencié, mais on vous dit, et vous nous vendez vos actions, et vous nous les vendez à un prix qui est la moitié de la valeur. Vous les avez peut-être achetées vous-même, 1 000 € l'action. Eh bien, on vous les rachète de force à un prix qui est égal à la moitié de leur valeur. Donc, non seulement vous avez perdu votre travail, mais en plus, vous devez perdre 500 000 € puisque vous aviez versé 1 million d'euros pour devenir actionnaire. Eh bien, nous, on vous rachète vos titres à 500 000 €. Est-ce que vous êtes content à la fin de la journée, comme disent les anglo-saxons? Pas très. Ça picote un peu, comme on dit. Bien. Donc, vous n'êtes pas content et vous voulez contester la clause. Vous ouvrez votre code civil pour le coup et vous voyez un article qui vous semble intéressant. Je prends l'ancienne version du texte. Dans l'ancienne version du texte de l'article donc 1843.4, on vous disait « Dans tous les cas où est prévue la cession ou le rachat, la valeur des droits est déterminée en cas de contestation par un expert. » Et vous vous dites « Mais, dis donc, moi, je conteste cette valeur. On veut m'imposer une valeur de 500 € la part. Moi, je la conteste, cette valeur. » Et donc, on avait une question qui se posait, qui était la suivante, qui était, est-ce que quand les parties se sont mises d'accord sur un mode de détermination du prix, est-ce que l'expert a vocation à intervenir? Comme le texte dit en cas de contestation, c'est assez imprécis en cas de contestation, est-ce que ça veut dire on n'arrive pas à se mettre d'accord? C'est l'exemple de l'exclusion que j'indiquais tout à l'heure. On n'a jamais envisagé à quel prix on me rachèterait mes parts ou mes actions. Je suis exclu. Parce qu'on ne va pas se mettre d'accord, eh bien, on peut faire intervenir un expert pour dire quel est le vrai prix. Ou est-ce que contestation, ça veut dire on s'est mis d'accord au départ, à un moment donné, mais après, il y en a un qui est plus d'accord et il conteste. Si vous retenez la seconde solution, on s'est mis d'accord au départ, mais après coup, il y en a un qui ne veut plus vendre au prix convenu ou qui ne veut plus acheter au prix convenu, vous êtes en train de porter atteinte à la force obligatoire du contrat. On a dit que si je quittais la société avant telle date, je vendrais mes parts à un prix
minorés de 50% par rapport à leur valeur réelle. Ça, on s'était mis d'accord là-dessus. On avait consenti. Et puis, moi, je dis, ben non, moi je suis plus d'accord, je conteste. Et il y a un expert qui va venir et qui va nous donner le prix réel. Eh bien, pendant un certain nombre d'années, la jurisprudence, c'est dans les années 2000 que ça a enflé, vous avez une jurisprudence qui venait vous dire que l'expert déterminait le prix, peu important les accords des parties. Le fondement de cette solution, c'était, il y avait un fondement dans le texte et il y avait un fondement, on va dire, économique. Il y avait une raison qui était autre qu'un argument d'interprétation du texte. Dans le texte, on nous disait quoi? On nous disait la valeur, dans tous les cas où est prévue la cession ou le rachat, la valeur des parts ou des actions est déterminée en cas de contestation par un expert. La valeur est déterminée par l'expert, c'est-à-dire que la valeur n'est pas donc déterminée par les parties. Si la valeur est déterminée par l'expert, la valeur n'est pas déterminée par les parties. C'était un argument de texte pour dire que, peu importait ce que les parties avaient prévu, l'expert était compétent pour déterminer la valeur des parts ou des actions. Ça fait bizarre de se dire ça. Il y avait un bien pour lequel ce n'était pas les parties qui pouvaient convenir du prix de vente. Il fallait que quelqu'un au-dessus, un tiers, intervienne et vienne dire aux parties quelle était la valeur réelle. C'est bizarre. On est d'accord sur le fait que quand on est propriétaire d'un bien, on peut le vendre ou ne pas le vendre, et si on le vend, on peut le vendre au prix qu'on convient avec l'acheteur. Ben non, pour les parts ou les actions, il y avait un expert qui intervenait, peu importe ce que les parties avaient dit, puisque le texte disait que l'expert était compétent, et donc pas les parties. Et puis, l'autre argument, qui est un argument plus économique, un argument de protection. Alors, oui, il y a un arrêt qui est cité en référence par Éric Vernogochi qui nous suit, qui est un arrêt qui va revirer par rapport à ça. Je vous en parle dans quelques minutes, mais vous avez cette jurisprudence qui est intervenue. Vous avez un arrêt, notamment un arrêt du 5 mai 2009 que j'avais commenté. Donc, on vous disait que l'expert est compétent, et puis on vous disait, c'est pas qu'on vous disait, c'est l'autre raison de cette jurisprudence pour dire que l'expert devait être compétent et que son évaluation écrasait, entre guillemets, l'accord des parties, c'était l'idée qu'il fallait protéger le vendeur. Il fallait protéger le vendeur dans des situations où il vendait de manière contrainte. Si je suis exclu de la société, eh bien, je vends alors que je ne veux pas vendre en réalité. Et donc, il fallait protéger le vendeur, et protéger le vendeur, ça passait par lui donner un juste prix. Protéger le vendeur, ça passait par lui donner un juste prix, et le juste prix, eh bien, c'était le prix déterminé par l'expert. Donc ça, c'était les deux raisons qui faisaient que cette jurisprudence existait. Et c'était une jurisprudence, l'arrêt vraiment le plus emblématique, le plus fort, c'était cet arrêt de la Chambre commerciale du 5 mai 2009, arrêt publié au Bulletin. Et cette jurisprudence, elle était critiquée parce qu'on disait, mais ce n'est pas normal que les parties ne puissent pas déterminer par avance le prix auquel leurs actions, les actions ou les parts du vendeur seront précisément cédées. On considérait que ce n'était pas une bonne solution parce que, notamment, si l'actionnaire ou l'associé avait consenti à une clause de bad lever, une clause qui allait conduire à ce que ces actions soient vendues à un prix qui était un prix minoré, c'était sans doute en contrepartie d'autre chose. Et donc, si vous avez celui qui a consenti à ça, qui à un moment donné dit « Moi, je ne joue plus le jeu, j'arrête, je ne vends pas au prix minoré qu'on a prévu ». Mais encore une fois, ce prix minoré, il prenait place dans des relations plus complexes entre les parties. Et donc, dire
Moi, d'accord, j'accepte de vendre à la moitié de ce que ça vaut. Mais c'est en contrepartie d'autres choses qu'on m'a consenti. J'ai peut-être acheté moins cher, j'ai peut-être acheté avec d'autres avantages qui m'ont été consentis. Vous comprenez que si le jour où je dois vendre, je dis non, 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 finalement, j'ai changé d'avis, je ne joue plus le jeu de notre accord, je veux le juste prix, je veux ce que ça vaut réellement. Mais vous comprenez qu'on est en train de fausser les relations des parties, mais la jurisprudence de la Cour de cassation admettait cela, et cela donnait lieu à des critiques importantes de la part de la doctrine, parce que la doctrine n'apprécie pas que l'on vienne écraser, toujours avec des guillemets, l'accord des parties au motif que l'expert seul serait compétent. On ne voit pas pourquoi l'expert aurait été seul compétent pour fixer le prix. Alors, on peut entendre les histoires de protection de l'associé qui est obligé de céder. Mais on se dit, ce n'est pas une partie faible, ce n'est pas un consommateur qu'il faudrait protéger. Pourquoi est-ce qu'il faudrait cette protection particulière? Donc c'est une jurisprudence. Enfin, on est ici en matière de droit des affaires, on est avec des parties qui sont normalement, non pas de force égale, mais qui ont la capacité à s'engager sans qu'on vienne derrière remettre en cause leur accord parce qu'il faudrait protéger une partie plus faible que l'autre. Il y a d'autres moyens pour protéger celui qui vend ses titres à un prix trop faible, notamment la nullité de la vente pour vilité du prix qu'on a déjà évoqué. Donc, la Cour de cassation a entendu ces critiques et, par cet arrêt qui est indiqué ici en référence, un arrêt de la Chambre commerciale du 11 mars 2014, elle est venue dire qu'il n'y avait pas lieu de faire intervenir l'expert quand on était en présence d'une cession librement consentie. Donc, pas lieu de faire intervenir l'expert quand on est en présence d'une cession à laquelle les parties ont librement consenti. C'est un arrêt qui marquait un recul de la part de la jurisprudence et un recul aussi parce que, je crois, la Cour de cassation savait qu'arrivait une réforme, puisque l'ordonnance du 31 juillet 2014 allait revenir sur cette jurisprudence. Et donc, la Cour de cassation avait, voyait approcher non pas le danger, mais en tous les cas, le revirement. Et l'ordonnance du 31 juillet 2014, elle est venue vous dire quoi? Elle est venue vous dire que, essentiellement, l'expert doit respecter la méthode de valorisation que les parties ont prévue. L'expert doit respecter la méthode de valorisation que les parties ont prévue. Quand vous regardez le nouvel article 1843-4, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a deux hypothèses dans lesquelles le texte s'applique. Soit quand la loi renvoie au texte pour fixer les conditions de prix d'une cession, soit, deuxième hypothèse, dans le cas où les statuts prévoient la cession sans que la valeur soit déterminée ou déterminable. Et donc, quand on a une cession pour laquelle la loi prévoit l'intervention de l'expert, ou une cession prévue par les statuts sans que le prix soit déterminé ou déterminable, alors, eh bien, l'expert va intervenir, mais quand l'expert intervient, nous dit le texte, il doit respecter la méthode ou les indications prévues par les parties. Donc c'est important, cet aspect des choses. On a vraiment voulu tordre le cou à cette jurisprudence pour bien nous dire, pour bien dire à l'expert qu'il doit respecter la méthode prévue par les parties. Donc aujourd'hui, les choses sont dites clairement.
Si vous avez un prix qui est déterminé ou déterminable, il n'y a pas besoin d'expert. Et si le prix n'est pas déterminé ou déterminable, si l'expert intervient, il doit respecter les méthodes prévues par les parties. Les parties ont pu ne pas prévoir une méthode qui permet de déterminer le prix, mais indiquer qu'il faudra appliquer un coefficient, parce que c'est une clause de bad lever par exemple, eh bien l'expert doit tenir compte de cela. Est-ce que tout ce que je viens de dire est clair ? C'est une question qui a fait couler beaucoup d'encre parce que, précisément, on avait cette atteinte à la force obligatoire du contrat. Voilà, la jurisprudence en matière de droit des affaires fait rapidement l'objet de critiques. Si on voit que les parties prévoient une méthode pour déterminer le prix de vente et que les juges disent « Ah non, 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 il faut protéger la partie faible, il faut faire intervenir un expert », eh bien, cette jurisprudence a donné lieu à beaucoup de critiques. Et voilà pourquoi on a eu cette évolution, d'abord avec l'arrêt du 11 mars 2014, qui concerne effectivement, comme vous l'indiquez d'ailleurs dans un commentaire, une promesse unilatérale d'achat, et une promesse unilatérale plus largement, et avec deuxième évolution, cette ordonnance du 31 juillet 2014. Donc ça, c'est une question qui aujourd'hui est réglée. La question qui reste en suspens, c'est et que se passe-t-il dans les pactes d'actionnaires, puisque dans les pactes d'actionnaires, on ne sait pas la loi, c'est pas les statuts, parce que le pacte est généralement hors des statuts. Alors, que se passe-t-il? Est-ce qu'on peut faire intervenir l'expert de l'article 1843-4? A priori, la réponse est oui, même si le texte n'envisage pas expressément cela. Précision encore sur l'expert, il y a un autre texte dans le Code civil qui est à peu près équivalent à l'article 1843-4, pardon, c'est l'article 1592 du Code civil, qui est un texte plus général, qui est un texte qui concerne toutes les ventes, l'article 1592. Et donc qui permet de confier à un tiers la mission de dire quel est le prix de vente d'un bien. Donc le prix, dans ce cas-là, n'est pas déterminé, il est déterminable. Déterminable par un tiers. C'est l'équivalent de l'article 1843-4. Simplement, on se demande si l'article 1592 n'est pas un peu plus faible, parce que 1843-4, on vous dit les parties nomment un expert, sinon c'est le juge. Donc on se dit que si l'expert n'arrive pas au bout de sa mission, par exemple parce qu'il ne peut pas y arriver, ou parce qu'il tombe malade, ou parce qu'il est en conflit d'intérêts, enfin bref, il refuse sa mission. Dans ce cas-là, on se dit que les parties renommeront, ou le juge renommera, et on aura finalement toujours un expert qui va intervenir. Alors que 1592 du Code civil, il y a une formule qui vous dit que si le tiers ne veut ou ne peut fixer le prix, alors il n'y a point de vente. Et donc là, dans ce cas-là, on se dit « Ah, zut alors, dans ce cas-là, on ne peut pas faire l'opération ». Voilà, c'est dans le projet de loi Sapin, on prévoit de modifier l'article 1500, Sapin 2, on prévoit de modifier l'article 1592 pour réparer cette petite faiblesse du texte. Donc, ça, c'était sur la question de la détermination du prix. Troisième point que je voulais voir avec vous sur... donc, premier point, on applique le régime de la vente. Deuxième point, la question du prix et du prix par voie d'expert. Troisième point, les garanties qui sont dues par le vendeur. Tout à l'heure, je commençais à évoquer la possibilité de fixer le prix de telle ou telle manière parce que, je vous le disais, un bien, une part, une action de société, c'est un bien qui est complexe parce que c'est une fraction du patrimoine d'une société, et une fraction du patrimoine d'une société, eh bien,
c'est quelque chose dont il est difficile de déterminer la valeur. Parce qu'il peut y avoir beaucoup d'actifs, beaucoup de passifs, au contenu incertain. Donc vous comprenez que les garanties du vendeur, elles vont s'appliquer d'une manière qui est différente. Quand je vous vends un bien, quand je vous vends un véhicule par exemple, j'ai une obligation de délivrance d'une chose conforme, mon obligation de délivrance d'une chose conforme, elle est plus complexe quand je vous vends non pas un véhicule, mais des parts ou des actions d'une société qui est propriétaire du véhicule. Parce que dans ce cas-là, je ne vous vends pas directement le véhicule, je vous vends des droits de créance sur une personne morale qui est propriétaire du véhicule. Pareil pour la garantie des vices cachés. Les vices cachés du véhicule, ils s'appliquent peut-être en cas de vente du véhicule, mais là, on est dans une autre situation. Je vous vends des parts d'une société qui est propriétaire d'un bien. Il n'y a pas de transfert du bien, il n'y a pas de vente du bien, donc par principe, on n'applique pas les garanties qui sont dues par le vendeur à l'acquéreur du bien. Mais alors, comment on fait dans ce cas-là? Eh bien, la jurisprudence a montré qu'elle n'appliquerait pas à la vente de parts ou d'actions directement et automatiquement les garanties dues en cas de vente du bien parce que, eh bien, vous n'avez pas précisément de vente du bien. Vous avez un certain nombre de décisions que l'on peut citer qui vont admettre que joue la garantie des vices cachés ou la garantie ou les différentes garanties légales dues par le vendeur, mais ces décisions vont être particulièrement exigeantes. Elles vont considérer que si un vice affecte le bien détenu par la société, par principe, l'acquéreur des parts ou des actions ne peut pas se plaindre du vice, sauf si le défaut, le vice, est tellement grave que la société se trouve empêchée de réaliser son objet social. On peut citer un arrêt notamment de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 décembre 1995, qui est publié au Bulletin. Il faut que le vice soit tellement grave qu'il empêche la société de réaliser son objet social. L'idée, c'est que vous avez acheté des parts ou des actions pour pouvoir exercer par le biais de la société une activité particulière. Si les biens de la société ont des vices, vous ne pouvez pas vous en plaindre parce que vous ne les avez pas achetés directement. Mais si ces vices sont tellement graves que la société n'est pas en mesure d'exercer son activité, alors, dans ce cas-là, vous pouvez vous plaindre du vice parce que finalement, vos parts ou vos actions sont touchées par le vice qui affecte le bien. Mais il faut bien comprendre que ces garanties légales du vendeur ne jouant que de manière restrictive, eh bien, les parties ont cherché à se protéger. Les parties ont cherché à se protéger, les acheteurs ont cherché à se protéger, et c'est passé par la mise en place de garanties qui sont des garanties contractuelles, c'est-à-dire des engagements pris par le vendeur en plus de ce que la loi lui impose. Vous avez par exemple des garanties qui obligent le vendeur à restituer une partie du prix. Je parle ici de manière approximative, mais ça suffira pour votre compréhension. Vous avez des garanties qui font que si je vous vends un immeuble et qu'on découvre que l'immeuble est d'une surface moindre que ce qui était prévu dans le contrat de vente, je vais devoir vous rendre une partie du prix. Cette garantie dite de contenance, vous ne l'avez pas sur des parts de société civile immobilière, mais vous pouvez contractuellement la recréer. Je vous vends
des parts de société civile immobilière pour un prix qui est prévu dans notre contrat. Si on découvre que l'immeuble détenu par la société civile immobilière a une surface moindre que ce que nous avons indiqué dans le contrat ne porte pas sur la vente de l'immeuble, mais on a indiqué que c'était la vente des parts d'une société civile immobilière propriétaire d'un immeuble d'une surface de 3000 mètres carrés. Si on découvre qu'en réalité l'immeuble n'a pas cette surface, on a prévu dans notre contrat que je devrais vous restituer une partie du prix de vente. Donc ce n'est pas une garantie qui est légale, c'est une garantie qui est créée par les parties. On appelle ces garanties, je l'ai dit l'autre fois, garanties d'actifs et de passifs. On peut garantir, enfin, la règle vraiment sur ces garanties, c'est qu'il faut aller regarder ce que la garantie prévoit. Chaque garantie ne vaut que dans la mesure de ce qui a été prévu par les parties. Il n'y a pas un régime légal des garanties de passifs. Chaque garantie, eh bien, il faut la regarder. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que la garantie peut porter sur toutes sortes de choses. Je peux avoir une garantie qui me dit que tel bien de la société présente telle caractéristique. Ça, c'est une garantie proprement dite d'actifs. Je vous dis que le fonds de commerce de la société génère un chiffre d'affaires de tant par an. Je vous dis plutôt qu'il a généré un chiffre d'affaires de tant par an. Si on découvre après coup qu'en réalité, ça n'était pas le cas, la garantie va pouvoir jouer. Je vous dis, autre garantie, que la société a un brevet avec telle caractéristique. Si on découvre que le brevet est contestable parce qu'une personne a des droits concurrents sur l'invention et qu'elle exerce une action avec succès, à ce moment-là, la garantie va jouer et vous allez devoir indemniser l'acheteur parce que l'actif que vous avez vendu n'avait pas la consistance promise. Ça, c'est des garanties qui portent sur un actif, donc sur un bien de la société. Vous pouvez avoir aussi des garanties de passifs proprement dites. Je vous garantis que la société que je vous vends a 10 salariés et n'a pas de contentieux avec ses salariés, contentieux en cours ou contentieux potentiel. Ma garantie ne porte que sur ce que je connais aujourd'hui. Ce n'est pas vous demain qui allez licencier des salariés, ce que je garantis. C'est, moi je vous dis, la société que je vous vends, elle est, passez-moi l'expression, nickel en termes de relation avec les salariés. Maintenant, je vous la vends. Et 6 mois plus tard, vous recevez une notification d'une personne qui dit « Moi, j'ai été salarié il y a 2 ans et j'ai été stagiaire il y a 2 ans, mais en réalité, on m'a fait travailler comme un salarié et donc je demande à être reconnu comme étant un salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée. » Ça veut dire que la société a peut-être un salarié en plus et donc un salaire en plus à payer tous les mois par rapport à ce que j'avais pris en compte lorsque je l'ai acheté. Donc, si vous m'avez garanti qu'il n'y avait pas de contentieux particulier avec des salariés, votre garantie va peut-être pouvoir jouer parce que je vais pouvoir vous demander d'indemniser soit moi, soit la société de ce passif qui n'était pas prévu initialement et dont vous avez promis, oui, de garantir l'existence. Vous avez garanti que s'il y avait un passif, vous verseriez des sommes correspondantes. Donc, sur l'étendue de ces garanties, elle est variable. Elle est variable aussi, ces garanties, elles sont variables aussi sur ce que doit faire le garant. Le garant peut s'être engagé à indemniser l'acheteur ou la société de la totalité des sommes. Si il y a un passif imprévu qui apparaît,
dont l'origine est antérieure à la cession, mais donc qui ne se révèle qu'après coup, eh bien, le garant va s'engager à verser des sommes égales à 100% de ce passif. S'il y a un salarié qui me dit « il y a un an, on ne m'a pas payé une prime qui m'était due de 15 000 €, quand j'achète la société, ce n'est pas dans les comptes de la société. Le vendeur m'a garanti qu'il n'y avait pas d'autre passif que ce qui était dans les comptes de la société. Je n'ai pas vu passer qu'il y avait une prime encore à payer à un salarié. Je fais jouer la garantie. J'obtiens du vendeur qu'il verse 15 000 €, soit directement au salarié, soit à la société, soit à moi. Tout dépend de ce qui a été prévu par la garantie. Bon. C'est clair ça ou pas? Après, ça peut être une garantie qui est rédigée différemment et qui nous dit que moi j'ai déclaré, le vendeur a déclaré qu'il n'y avait pas d'autre passif que celui qui était prévu. La garantie, elle peut être de type indemnitaire, c'est-à-dire que le vendeur engage sa responsabilité en cas de fausse déclaration, mais dans ce cas-là, il ne doit peut-être pas verser 100% des sommes. C'est peut-être différemment qu'on calcule les choses, c'est peut-être de la perte de chance pour l'acheteur d'acheter à un prix différent. Bon. Donc, il faut regarder ce que les garanties prévoient. On a des typologies de garanties, j'en indique une classique, on distingue souvent, mais après, encore une fois, la règle, c'est... La meilleure attitude, c'est d'aller voir ce que dit la garantie. Mais on distingue clause de révision de prix et garantie de passif. Un des enjeux, c'est que la clause de révision de prix, elle ne doit conduire en principe le vendeur qu'à restituer des sommes qui sont plafonnées par le montant du prix qu'il a perçu. Quand vous avez une garantie de passif proprement dite, si vous vous êtes engagé à payer pour tel ou tel élément de passif, alors vous pourriez monter beaucoup plus haut. Exemple tout de suite. Je vous vends ma société. Prix 100 000 €. Le prix, c'est 100 000 €. S'il y a une clause de révision de prix, il y a 10 personnes qui arrivent en disant « Nous, on est des salariés, on a un préjudice hyper grave que nous a causé la société, on a été intoxiqué il y a un an par la société, et ça, moi, le vendeur le savait peut-être, l'acheteur ne le savait pas. Si je me suis engagé dans une clause de révision de prix, les salariés ont un préjudice d'1 million €. Je dois rendre combien à l'acheteur? Maximum 100 000 €, parce que c'est le prix que j'ai perçu. Si en revanche, la clause disait qu'il faut indemniser tout passif qui n'a pas été signalé à l'acheteur le jour de la cession, alors ça veut dire que le vendeur s'est engagé à verser 1 million €, que ce soit à l'acheteur ou bien à la société ou bien directement au salarié, mais dans ce cas-là, on n'a pas de limitation au passif qui peut être indemnisé. Donc vous comprenez que quand on est vendeur, on va préférer avoir une clause de révision de prix qu'une clause de garantie de passif qui ne serait pas plafonnée. Après, on est en matière contractuelle, donc vous avez vraiment, dans chaque garantie, il faut regarder ce qui est précisément garanti. Je vous donne une illustration tout de suite de ça. Ce n'est pas la même chose si le vendeur garantit, déclare et garantit, comme on dit, qu'il n'existe aucun passif, autre que celui qui a été communiqué à l'acheteur, ou si le vendeur déclare et garantit qu'à sa connaissance, il n'existe aucun passif. Ça a l'air d'être juste un ajout. Oui, à ma connaissance, il n'y a aucun passif. Mais dans le premier cas, je vous garantis une situation de fait. Dans le second cas, je vous garantis ma connaissance. Ça veut dire que si j'ai garanti qu'à ma connaissance, il n'existait aucun passif,
Pour obtenir le paiement de sommes, pour déclencher la garantie de passif, vous allez devoir prouver quoi? À part montrer qu'il y a des salariés qui sont arrivés avec des créances et que du coup c'est un passif et que du coup la société doit payer des sommes qui n'étaient pas prévues. Mais si j'ai garanti simplement ma connaissance, vous devez prouver quoi? Oui? Vous devez prouver en plus, exactement, en plus de l'existence du passif, que moi, vendeur, j'en étais informé ou que je ne pouvais pas l'ignorer. Donc, avec ces simples mots, à ma connaissance, j'ai beaucoup compliqué votre tâche. Vous avez différents éléments de solution. C'est la jurisprudence qui va progressivement nous donner des éléments de réponse sur comment fonctionnent les garanties. Deux éléments de réponse, deux solutions données par la jurisprudence. Première solution qui est fluctuante. On va souvent prévoir dans les garanties de passif qu'il y a un délai pour appeler la garantie. Quand moi, vendeur, je vous garantis que la société n'a pas d'autre passif que celui dont vous avez été informé. Si un tel passif apparaît, exemple les salariés qu'on ne connaissait pas et qui viennent vous dire qu'ils ont des créances sur la société, on va prévoir dans la garantie que l'acheteur, qui est maintenant associé, a un délai de 60 jours, par exemple, pour informer le vendeur, le garant, de ce que la garantie va être déclenchée. Que se passe-t-il si ce délai n'est pas respecté? Donc, moi je vous vends 100% du capital de la société, je garantis qu'elle n'a pas d'autre passif que le passif dont vous êtes informé le jour de la cession, qui est dans les comptes ou dont je vous ai informé. Je vous ai dit, par exemple, il y a un contentieux avec un salarié qui réclame une prime, mais ça, on en a tenu compte. Donc ça, on a dit que la garantie ne porte pas là-dessus. Et puis, il y a 10 salariés qui arrivent en disant « mais nous, on a été intoxiqués par de l'amiante ou par telle autre substance toxique, et on réclame 1 million d'euros à la société. » Sauf que ils vous écrivent, vous laissez passer plusieurs mois, et vous venez me voir en me disant « mais on demande la mise en jeu de la garantie. » Oui, monsieur ? À l'expiration du délai, la garantie n'a pas encore été déclenchée. Est-ce que vous pouvez appeler la garantie tardivement par rapport à ce qui était prévu? Sinon, ça n'a pas de sens. On connaît des droits qui sont exercés tardivement. Ne soyez pas comme ça rigoureux à l'excès. Si vous êtes du côté, attendez, vous êtes du côté acheteur, du côté de celui qui appelle la garantie. Vous avez entre les mains un document signé par nous qui dit que s'il y a un passif qui survient, origine antérieure à la cession, mais qui apparaît postérieurement, vous pouvez me demander de payer ce passif. Sauf qu'il y a marqué obligation pour vous de m'informer de ce passif dans un délai de 60 jours à compter du jour où vous en avez été informé pour la première fois. Vous avez laissé passer 90 jours. Vous dites zut alors et vous refermez ça dans votre tiroir? Non, vous allez essayer quand même de mettre en jeu la garantie. Qu'est-ce que vous pouvez envisager? Alors peut-être qu'on va vous répondre que la garantie est caduque. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il faut regarder garantie par garantie. Si la garantie dit expressément qu'elle sera caduque à l'expiration du délai de 60 jours, dans ce cas-là, la réponse de la jurisprudence, c'est qu'on va faire jouer les termes de la garantie. La garantie, c'est un contrat, on donne application à ce contrat, et donc, si la garantie vous dit qu'elle disparaît ou qu'on ne peut plus l'appeler lorsqu'on a laissé passer ce délai de 60 jours, les juges, en règle générale, donnent effet à cette clause. Mais qu'est-ce qui se passe si jamais la garantie dit qu'elle doit
être appelé dans un délai de 60 jours, point barre. Quelqu'un parmi vous répond, le délai n'a aucun sens. Le délai, si, le délai a un sens parce qu'on veut permettre, je vous vends une entreprise. Je garantis le passif. Déjà, c'est des garanties qui sont lourdes. On pourrait dire aussi que, et il y a beaucoup de ventes qui se font sans garantie, on pourrait dire aussi que le vendeur, il vous vend une entreprise, vous faites un audit approfondi de cette entreprise, vous avez des mois, si vous voulez, pour l'examiner sous toutes ses coutures, vous l'achetez. Une fois que vous l'avez acheté, c'est vous qui courez tous les risques, même les risques qui ont une cause antérieure à l'acquisition. Vous pourrez éventuellement invoquer le dol ou la réticence dolosive, mais avoir une garantie où le vendeur va faire un chèque dès que l'entreprise voit quelqu'un lui demander un paiement pour des causes qui sont anciennes, on peut se dire qu'à un moment donné, il faut que le vendeur soit mis en sécurité. Et cette sécurité, elle passe aussi par des clauses qui sont une contrepartie de la garantie. Moi, je veux bien garantir, mais quand vous voyez le passif apparaître, vous devez m'avertir rapidement. Et on peut aller jusqu'à prévoir que la garantie disparaît si on ne respecte pas ce délai. Une raison d'être de ce délai, pour que vous le compreniez mieux peut-être, c'est aussi de dire que le vendeur, c'est celui qui connaît le mieux la société. Enfin, ce n'est pas toujours vrai, mais il connaît la société. Quand les salariés arrivent en disant « nous, on nous doit plein d'argent », peut-être que le vendeur, si on va le voir tout de suite, va nous dire « attendez, ne les écoutez pas. Ils ont une réclamation, mais qui est infondée, parce qu'en réalité, il y a tel élément. Ils avaient renoncé, ils avaient signé une lettre de renonciation que vous n'avez peut-être pas, mais qui est rangée ici ou là. » Bon, mon exemple est un peu caricatural, mais on peut comprendre aussi que plus on informe vite le vendeur, plus peut-être il aura les moyens de donner des informations qui feront que le passif ne sera pas dû. Et donc, on peut considérer aussi que le délai a cette justification. Mais même sans justification, vous avez une garantie qui est donnée par le vendeur, il peut dire que sa garantie ne vaut que sous certaines conditions. Et donc, une condition, ça peut être la condition qui est il faut appeler la garantie dans un délai de 60 jours. La grande question, ça peut être un délai plus long, hein, la grande question qui se pose, c'est si on ne respecte pas ce délai, mais que la garantie de passif ne dit pas quelle est la sanction, que se passe-t-il? Eh bien, dans ce cas-là, on est en présence d'une stipulation contractuelle qui n'est pas précise, qui n'est pas claire et précise. Ça veut dire que dans ce cas-là, il faut que le juge procède à une interprétation. Et dans ce cas-là, c'est le juge du fond, tribunal de commerce ou cour d'appel, qui va procéder à cette interprétation et qui va regarder si les parties ont voulu que la garantie soit caduque, qu'elle n'existe plus, en somme, ou si les parties ont voulu que la garantie puisse être appelée, même tardivement. Si la garantie est appelée tardivement, dans ce cas-là, ça ne veut pas dire que le délai ne vaut rien. Ça veut dire que dans ce cas-là, eh bien, peut-être que le garant va avoir droit à des dommages-intérêts s'il peut prouver que l'appel tardif de la garantie lui a causé un préjudice. Ça, c'est un premier élément de réponse. Il faut regarder ce que dit la garantie, et si la garantie n'est pas claire, il y a une interprétation qui va être faite par les juges du fond. Deuxième élément de réponse, c'est un arrêt qui est un arrêt qu'on évoque souvent en droit des contrats, c'est l'arrêt dit des maréchaux, l'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 10 juillet 2007. Que se passe-t-il si l'acheteur obtient du vendeur une garantie que n'existe pas un passif fiscal, par exemple, alors que l'acheteur sait que ce passif existe.
Et on peut dire dans ce cas-là que l'acheteur est de mauvaise foi. Je suis au courant que la société va probablement faire l'objet d'un contrôle fiscal et va se voir exiger différentes sommes par l'administration fiscale. Dans l'arrêt des maréchaux, celui qui achète les actions à d'autres actionnaires est en réalité le dirigeant qui a mis en place dans la société un système de paiement en espèces qui va appeler un contrôle fiscal. Je parle ici de manière un peu approximative, mais c'est bien l'idée, qui va appeler un contrôle fiscal sur la société. Donc, il achète les actions d'autres actionnaires et il leur dit « Vous me garantissez que n'existe pas un risque de contrôle fiscal et donc de redressement pesant sur la société. » Les autres lui garantissent ça et la société, paf, fait l'objet du contrôle et du redressement. Le résultat, c'est que les autres doivent payer des sommes, ils doivent lui rembourser une partie du prix ou payer des sommes au titre d'une garantie, mais ils vont dire « Attendez, vous êtes de mauvaise foi parce que vous nous faites payer pour des dettes que vous connaissiez très bien. Vous nous avez demandé de garantir que n'existaient pas des dettes, alors que ces dettes, vous les connaissez, vous êtes même à l'origine de ces dettes en réalité. » La jurisprudence, avant cet arrêt, hésitait. Est-ce que la sanction, ça devait être de dire que la garantie qui avait été obtenue de mauvaise foi ne pouvait pas être invoquée du tout? Première sanction possible. Deuxième sanction, quelqu'un agit effectivement de mauvaise foi, de manière déloyale, mais la sanction, ça n'est que des dommages et intérêts. Ce que dit l'arrêt des maréchaux, l'arrêt donc de la Chambre commerciale du 10 juillet 2007, c'est que la sanction n'est pas la perte, n'est pas la déchéance de la garantie. Donc la sanction va être, on peut penser principalement des dommages et intérêts. En tous les cas, le bénéficiaire de la garantie, même s'il l'a obtenue de mauvaise foi, ne perd pas le bénéfice de la garantie, nous dit cet arrêt. L'usage déloyal de la garantie ne doit pas aboutir à la déchéance. On ne peut pas porter atteinte à l'essence, à la substance du droit qui a été obtenu. Il y aura d'autres sanctions et donc principalement des dommages-intérêts. Donc ça, c'est autre élément de réponse important qui a été apporté par la jurisprudence. Dernier point que je voudrais voir avec vous sur ces histoires de cession, un point qui est au départ, qui nous vient un peu par surprise peut-être, mais qui a donné lieu à pas mal de discussions, qui a fait, là encore, couler beaucoup d'encre, c'est la question de l'information des salariés. On va même faire un tout petit peu de politique, parce qu'au départ, c'est quelque chose qui était sous des formes sous des formes qui n'étaient pas toujours très nettes. C'était dans les programmes politiques de certains candidats aux élections présidentielles de 2012. C'était une idée assez ancienne, de donner aux salariés un droit de préemption. L'idée, c'est que les salariés parce qu'ils travaillent dans l'entreprise, devraient avoir un droit de préemption, donc le droit d'acheter par priorité leur entreprise le jour où elle est vendue. Ça marche en matière, vous savez, de biens immobiliers. Quand vous avez un bail sur un bien immobilier, bail d'habitation, loi de 1989, vous avez pour le locataire un droit de préemption, c'est-à-dire que si le propriétaire vend le bien, il doit le proposer en priorité, il doit faire une offre au locataire. Bon. On a ce mécanisme du droit de préemption, on l'a dans différents domaines, et on s'était dit, mais quand même, ça serait logique de dire que les salariés, parce qu'ils travaillent dans l'entreprise, ont un droit de préemption. Et puis, on n'a pas osé aller jusque-là, parce qu'on s'est dit, mais non, on va porter une atteinte excessive au droit de propriété, et donc on a mis en place un dispositif différent
qui est un dispositif d'information. Et donc on a fait un truc assez compliqué. C'est une loi qu'on appelle loi Hamon, c'est la loi sur l'économie sociale et solidaire. Il y a plusieurs lois Hamon en réalité, donc c'est la loi Hamon 2. Donc loi Hamon du 31 juillet 2014, c'est la même date que l'ordonnance que j'indiquais tout à l'heure. C'est la loi donc relative à l'économie sociale et solidaire. Et cette loi est venue dire que quand on... Alors, c'est une loi qui concerne déjà les entreprises qui sont les PME, c'est-à-dire soit des sociétés qui ont moins de 50 salariés, soit des sociétés qui ont moins de 250 salariés et qui sont sous des seuils en termes de chiffre d'affaires ou de total du bilan, donc ces chiffres d'affaires qui ne dépassent pas 50 millions d'euros ou total du bilan qui ne dépasse pas 43 millions d'euros, pour que vous voyez la taille des entreprises concernées. Donc, on est venu nous dire que ces entreprises, donc ces PME, eh bien, dans ces PME, quand on vendait soit le fonds de commerce, soit plus de la moitié des parts ou des actions de la société qui exploitait l'entreprise, alors il fallait donner aux salariés l'information de ce que la vente allait intervenir. Les salariés pouvaient alors faire une offre. Si on ne respectait pas ce dispositif, la vente était nulle. Pourquoi est-ce que le dispositif a été critiqué ? Déjà parce que il était assez compliqué à mettre en œuvre pour différentes raisons. Imaginons qu'on ait 30 salariés, il était prévu, il y avait différents moyens d'information prévus, mais le moyen qui semblait le plus sûr, c'était une information qui passait par une lettre recommandée adressée à chacun des salariés en leur disant « J'envisage de vendre la société, vous pouvez faire une offre d'achat de la société. J'envisage de vendre 100% des actions de la société, vous pouvez faire une offre si vous voulez. » Si j'oubliais d'informer un salarié, je courais le risque que la vente soit annulée. Mais, pire encore, si, tel que les textes étaient rédigés initialement, si un salarié n'allait pas chercher sa lettre recommandée, il était considéré comme n'ayant pas été informé, et donc, à suivre les textes, n'importe quel autre salarié pouvait demander la nullité de la vente que j'avais faite. Donc c'était surtout la nullité qui était gênante, parce qu'on avait prévu un dispositif compliqué, avec une sanction qui était une sanction quand même dramatique. Vous avez une vente qui a été faite, et cette vente étant faite, donc quelqu'un a acheté 100% des actions d'une société, c'est une PME, d'accord, mais il a peut-être payé 10 millions, 20 millions, 30 millions, il a peut-être payé quand même très cher cette société. Quand vous annulez la vente, ça veut dire que vous dites au vendeur, vous reprenez vos actions et vous rendez à l'acheteur les 30 millions d'euros qu'il vous a versés. Donc vous comprenez, et puis pour l'entreprise, c'est pas bon d'avoir une entreprise qui fait des allers-retours comme ça à brève échéance. Donc, c'était des sanctions qui étaient des sanctions lourdes, et on se dit, mais ça servait à quoi en réalité, ce dispositif ? Le but, c'était que les salariés puissent racheter leur entreprise. Mais déjà, si les salariés veulent vraiment racheter leur entreprise, on peut penser qu'ils ont monté un projet, ils sont intéressés, ils en ont parlé régulièrement avec l'actionnaire, ils n'attendent pas de recevoir une lettre. Ah tiens, qu'est-ce que ça dit ? Ah tiens, mon entreprise va changer demain. Ah, mais dis donc, j'ai une idée. Est-ce que je ne rachèterai pas l'entreprise ? On comprend que on impose ça à toutes les ventes d'entreprises, mais en réalité, ça va avoir de vraies utilités que dans des cas qui sont des cas très rares. Les salariés qui veulent vraiment racheter leur entreprise n'attendent pas qu'on respecte une obligation d'information qui est en plus à la lettre, enfin, tel que les textes se présentent. J'ai déjà trouvé quelqu'un pour racheter mon entreprise.
j'ai sans doute déjà discuté avec lui de manière assez avancée. Et là, j'écris aux salariés pour leur dire que je vends l'entreprise. Alors, on peut se dire, oui, mais c'est bien, parce que les salariés vont peut-être faire une offre plus intéressante, avec un prix plus élevé. Mais en pratique, je crois que généralement, ça ne marche pas comme ça. Je veux vendre mon entreprise. Si je veux la vendre aux salariés, ou si les salariés sont intéressés et s'ils peuvent mettre un prix plus élevé, on en a déjà parlé entre nous, sans attendre de passer par cette procédure légale. Donc, on a ce dispositif qui était un dispositif lourd. Ce dispositif lourd, il a été critiqué. À ma connaissance, il n'y a pas eu de décision de justice sur ce dispositif, sauf une QPC qui a été déposée en même temps qu'un recours devant le Conseil d'État pour contester le décret d'application de ce dispositif. Et parce qu'il y avait beaucoup de critiques, en même temps que ces recours étaient étudiés, est arrivée la loi Macron du 6 août 2015 qui est venue amender le dispositif. Mais tout ça, parce qu'il est déjà 10h58, tout ça, je vous en parlerai plus en détail demain à 11h30, chers amis. Je vous remercie de votre attention soutenue et merci à vous qui nous avez suivis.